Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Cold Blood Field. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui n'est pas faite pour les âmes sensibles, une affaire qui a glacé la France pendant plus de 3 décennies. Imaginez, vous êtes au marché, vous croisez un homme d'âge moyen, bien habillé, au regard calme, marchant lentement. Que pensez-vous? Un monsieur sympathique? Un voisin tranquille? Mais, si je vous disais que cet homme que vous venez de croiser est en réalité l'un des tueurs en série les plus froids et impitoyables de France, que feriez-vous? Cet homme, c'est Michel Fourniret, le monstre des Ardennes. Pendant plus de 10 ans, il a vécu au grand jour, se fondant dans la foule, tout en menant une série de crimes d'une rare froideur, dissimulés avec une habileté telle que les enquêteurs ont à plusieurs reprises laissé passer leur chance de l'arrêter. Et plus glaçant encore, la femme qui partageait sa vie, Monique Olivier, non seulement savait tout, mais l'aidait à chasser ses proies. L'affaire d'aujourd'hui ne parle pas seulement de meurtre, mais aussi de la façon dont l'ombre peut se cacher en plein jour, et comment un tueur en série a transformé sa vie en un échiquier mortel. Parti à une enfance sombre et les signes avant-coureurs de la tragédie. Michel Fourniret est né en 1942 à Sedan, une petite ville de la région des Ardennes, en France. Une ville si paisible qu'on la surnommait parfois « l'endroit où le temps s'écoule lentement ». Mais derrière les murs de la maison familiale, l'atmosphère était bien différente. Son père était un homme colérique et strict, presque toujours fermé. Sa mère, quant à elle, était froide, distante et montrait rarement des marques d'affection envers ses enfants. Les voisins racontèrent plus tard, le petit Michel jouait rarement avec les autres enfants. Il restait souvent seul, les observant de loin quand ils jouaient au ballon, puis s'en allait. Dès son plus jeune âge, Fourniret apprit à vivre dans le retrait, mais en lui couvait une tempête silencieuse. À l'école primaire, les enseignants notaient que l'élève possédait une bonne mémoire, mais qu'il avait quelque chose d'inhabituel. Dans son comportement, il se mettait facilement en colère lorsqu'on se moquait de lui, et parfois son regard se perdait, comme s'il pensait à un autre monde. Un ancien camarade se souvient. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne jouait pas avec nous. Il m'a juste regardé et m'a dit doucement, « Je n'aime pas, je préfère observer. » À l'époque, je n'ai pas compris, mais aujourd'hui, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. L'adolescence de Fourniret fut marquée par l'isolement social. Peu d'amis, aucune activité de groupe. Mais le plus inquiétant était qu'il développa une attirance malsaine pour les jeunes filles, en particulier les mineurs. Au début, ce n'était que des regards insistants, des fantasmes secrets. Puis, au fil du temps, cette attirance devint une obsession. À la fin des années 1960, il commença à franchir la ligne rouge. Il approchait des adolescentes avec un discours flatteur, se montrant aimable et attentionné. Mais lorsqu'elles le repoussaient, il devenait irrité, parfois allant jusqu'à les suivre. La première fois qu'il fut arrêté pour harcèlement sexuel, il plaida, incompréhension, affirmant que tout n'était qu'un malentendu. Pourtant, son dossier de police montrait déjà plusieurs plaintes similaires. Dans les années 1970, Fourniret fut condamné à la prison pour viol. Derrière les barreaux, il se montra docile, obéissant, travaillant dans l'atelier de menuiserie de la prison. Les surveillants, trompés par cette façade, crurent qu'il était réhabilitable. Mais pour ceux qui observaient attentivement, ses yeux gardaient cette lueur calculatrice. Un ancien gardien raconta plus tard. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était souvent pour dire des choses étranges, comme « la liberté est la chose la plus précieuse, mais tout le monde ne la mérite pas ». Sur le moment, je pensais qu'il philosophait, mais après avoir appris qui il était vraiment, j'en ai eu la chair de poule. C'est à cette époque que le « monstre des Ardennes » commença à prendre forme. L'isolement social, les désirs déviants et la capacité à manipuler les autres créèrent une combinaison dangereuse.
Fourniret comprit une leçon essentielle en prison. Pour survivre et obtenir ce qu'on veut, il faut savoir jouer un rôle. Et lorsque les portes de la prison s'ouvrirent, il n'avait plus l'intention d'être simplement un mauvais garçon, arrêté puis relâché. Il était décidé à devenir un véritable prédateur, capable de cacher sa nature sous l'apparence d'un homme ordinaire. Partie 2: la rencontre avec Monique Olivier, quand deux ténèbres se trouvent. Au début des années 1980, après avoir purgé une peine de prison pour agression sexuelle, Michel Fourniret semblait avoir appris l'art de se fondre dans la masse. Aux yeux du voisinage, il n'était qu'un homme discret, un artisan qui gagnait sa vie comme menuisier ou ouvrier à la tâche. Mais derrière cette façade ordinaire, l'ombre d'un prédateur demeurait, toujours tapi, attendant le moment propice pour ressurgir. Ce moment vint d'une façon inattendue. Pendant son incarcération, Fourniret participa à un programme de correspondance entre détenus et personnes à l'extérieur, censé favoriser leur réinsertion et briser l'isolement. C'est ainsi qu'il reçut une lettre d'une femme nommée Monique Olivier. Monique, alors dans la trentaine, venait de sortir d'un mariage violent. Elle était meurtrie, solitaire, et cherchait une oreille attentive. Dans ses premières lettres, elle se présentait comme une femme en quête de compréhension et d'un nouvel équilibre dans sa vie. Fourniret, lui, flairant une brèche, adapta son discours. Il se montra poli, attentif, presque tendre, choisissant soigneusement chaque mot pour pénétrer la carapace émotionnelle de Monique. « Monique, je sais ce que c'est que d'être laissé pour compte. Moi aussi, j'ai connu le rejet. Et je crois que seuls ceux qui ont souffert peuvent vraiment comprendre la douleur des autres. » Ces mots résonnèrent en elle. Monique répondit. Les lettres se multiplièrent, plus longues, plus intimes. Peu à peu, Fourniret distilla quelques vérités, son passé criminel, ses années derrière les barreaux, son sentiment d'injustice. Mais au lieu de s'en éloigner, Monique ressentit une forme d'empathie. Dans son esprit, il n'était pas un monstre, mais un homme, brisé par la vie, digne d'une seconde chance. Lorsque Fourniret fut libéré, Monique se rendit à sa sortie pour l'accueillir. À ce moment-là, elle n'était plus seulement une correspondante, elle était déjà liée émotionnellement à lui. Ils s'installèrent ensemble, et au fil des jours, la vraie nature de Michel commença à se dévoiler. Il lui confia des pensées troublantes, des fantasmes interdits, une attirance obsessionnelle pour les jeunes filles, particulièrement mineures. Ce qui choque encore aujourd'hui, c'est que Monique ne prit pas ses distances. Bien au contraire. Une nuit, dans la petite cuisine de leur logement, Fourniret posa sa tasse de café, fixa Monique droit dans les yeux et déclara d'une voix calme mais glaçante. « J'ai envie de jeunes filles, j'ai besoin de leur pureté. Mais pour y arriver, il me faut quelqu'un à mes côtés. Quelqu'un en qui j'ai confiance. » Monique baissa les yeux, resta silencieuse de longues secondes. Puis, d'une voix basse, presque murmurée, elle répondit. « Si tu me promets de ne jamais m'abandonner, je t'aiderai. » Cette conversation scella un pacte invisible mais indestructible. À partir de cet instant, ils formèrent un duo où chacun complétait l'autre dans l'horreur. Monique devint plus qu'une complice, elle était l'appât. Avec son allure ordinaire et sa voix douce, elle savait comment gagner la confiance de jeunes filles en détresse ou en situation vulnérable. Beaucoup se disaient que, puisqu'il y avait une femme, il n'y avait pas de danger. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est qu'à quelques mètres, ou juste derrière le volant d'une camionnette, se cachait Michel Fourniret. Ensemble, ils mirent au point un mode opératoire macabre. Monique engageait la conversation, proposait un service ou un trajet, et lorsqu'elles acceptaient, le piège se refermait. Ce n'était pas seulement l'association de deux individus, c'était la fusion de deux ténèbres qui, combinées, devenaient une machine de chasse quasi parfaite. Et une fois cette machine en marche, rien ne semblait pouvoir l'arrêter, jusqu'à ce que le sang coule. Partie 3. La première proie, la roue du mal se met en marche.
Après avoir scellé leur pacte silencieux, Michel Fourniret et Monique Olivier commencèrent à roder leur méthode. Ce n'était pas une décision prise à la hâte, ils passèrent des semaines à observer, à choisir les bons endroits et à perfectionner un scénario capable de dissiper toute méfiance. Leur terrain de chasse favori? Les zones calmes, à la périphérie des villes, là où la présence policière était faible et où les adolescents marchaient souvent seuls près des arrêts de bus, des routes de campagne, ou à la sortie des établissements scolaires. Monique était l'arme secrète. Sa voix douce, son allure banale de femme ordinaire inspirait confiance. Depuis la fenêtre d'une camionnette blanche, elle s'adressait aux jeunes filles d'un ton bienveillant. « Tu veux que je t'emmène? C'est sur mon chemin. » Beaucoup, croyant trouver en elle une grande sœur ou une figure maternelle rassurante, acceptaient. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était l'ombre tapie derrière le volant, Michel Fourniret, aux yeux froids et au sourire imperceptible. La première disparition documentée remonte à 1987. Une adolescente de 17 ans, sur le chemin du retour après les cours, fut vue pour la dernière fois discutant avec une femme près d'un véhicule clair. Quelques heures plus tard, sa famille, inquiète, contacta la police. Mais aucune trace de la jeune fille ne fut retrouvée. Pour la communauté, elle était simplement partie sans prévenir, une hypothèse que Fourniret et Olivier savaient fausse, et qui leur donna un dangereux sentiment d'invisibilité. Des années plus tard, Fourniret décrira ce moment clé. « Ce que je préfère, c'est l'instant où elles comprennent. Au début, elles croient être en sécurité. Puis, dans leurs yeux, la lumière change. Il y a cette bascule, ce passage de la confiance à la terreur. C'est inoubliable. » Les disparitions se multiplièrent rapidement, en France comme en Belgique. Les victimes avaient un profil similaire, jeunes, souvent mineurs, seuls au moment de l'approche. Et presque toujours, un témoin rapportait la présence d'une femme à proximité. Ce détail, au lieu d'éveiller les soupçons, désarmait la vigilance des enquêteurs, qui penseraient qu'une femme puisse attirer les victimes vers un tueur en série. Mais Fourniret n'était pas motivé uniquement par la violence sexuelle. Une obsession plus ancienne le hantait, retrouver un trésor, supposément caché depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans son esprit, certaines familles riches pouvaient être la clé. Ainsi, pour certaines proies, il ne cherchait pas seulement la chair, mais aussi des informations, des secrets susceptibles de le mener à l'or ou aux bijoux enfouis. Monique, loin d'être une spectatrice, participait activement à toutes les étapes, choisir l'endroit, repérer les cibles, engager la conversation, puis aider à les maîtriser. Et après chaque crime, le duo rentrait chez lui comme si de rien n'était. Ils prenaient un dîner, regardaient la télévision, faisaient leurs courses, donnant au monde l'image d'un couple ordinaire, pendant que des familles entières sombraient dans l'angoisse et le chagrin. Avec chaque disparition réussie, leur confiance et leur audace grandissaient. La machine de chasse était lancée. Et désormais, rien ni la peur, ni la morale, ni même la loi ne semblait capable de l'arrêter. Partie 4. La disparition qui a glacé les Ardennes. L'été 1990 aurait dû être une saison paisible dans les Ardennes. Les journées étaient longues, les champs baignés de lumière dorée, et les petites communes vivaient au rythme lent des marchés et des cafés de village. Mais un événement allait briser cette quiétude et plonger la région dans une atmosphère de peur et de suspicion. Le 21 juillet, une jeune femme de 18 ans, fraîchement diplômée du lycée, disparut sur le chemin du retour après avoir rendu visite à une amie. Ce trajet, elle l'avait déjà parcouru des dizaines de fois, une route départementale bordée d'arbres, reliant deux villages voisins. Ce jour-là, il faisait encore clair, l'air tiède portait les parfums d'herbes coupées et de terre chauffée par le soleil. Vers 17h30, plusieurs témoins aperçurent la jeune femme debout près d'un abribus isolé. Une camionnette blanche s'arrêta à sa hauteur. Du côté passager, une femme d'allure ordinaire, Monique Olivier, abaissa la vitre.
Elle lui adressa quelques mots, avec un ton à la fois amical et pressant. « Tu veux que je te dépose? On va dans la même direction. » Le témoin racontera plus tard avoir vu la jeune femme sourire, hésiter une fraction de seconde, puis s'approcher. La porte passager s'ouvrit, elle monta. La camionnette repartit tranquillement, disparaissant au bout de la route. Ce fut la dernière fois qu'on la vit vivante. Chez ses parents, l'inquiétude monta très vite. Elle n'était pas du genre à s'absenter sans prévenir. Les appels passèrent en cascade aux amis, à la famille, à la gendarmerie. Mais la réaction officielle fut tiède. En 1990, l'idée qu'une jeune fille puisse avoir fugué primait souvent sur celle d'un enlèvement. Les premières heures, pourtant cruciales, furent perdues. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Michel Fourniret conduisait sa proie vers un endroit soigneusement choisi, une maison isolée en pleine campagne, à l'écart de toute habitation, louée sous un nom discret. C'était leur refuge pour les crimes, murs épais, voisinage distant, aucun passage. Selon les aveux ultérieurs de Monique Olivier, la soirée se transforma en cauchemar pour la victime. Fourniret, méthodique et froid, entama une longue séquence d'intimidation psychologique. Il posait des questions, cherchait à briser toute résistance. Monique, silencieuse, assistait, parfois intervenant pour maintenir la victime dans un faux espoir, puis se taisait à nouveau. Aux petites heures du matin, tout s'acheva. Fourniret, dans un calme glaçant, passa à l'étape suivante, faire disparaître le corps. Il ne s'agissait pas d'une improvisation. Il avait repéré, bien avant le crime, une clairière au cœur d'une forêt dense. Armé d'une pelle, il creusa profondément, recouvrit la tombe improvisée de terre et de feuilles, effaçant toute trace de son passage. Si on sait s'y prendre, elle restera là pour toujours, confiera-t-il plus tard à un enquêteur, avec un demi-sourire. La disparition fit rapidement la une des journaux locaux. Les descriptions concordaient, un véhicule blanc, un couple à l'intérieur, une femme qui avait abordé la victime. Mais cette information, loin de faire avancer l'enquête, dérouta les gendarmes. L'idée qu'une femme puisse être complice d'un tueur en série ne faisait tout simplement pas partie de leur schéma d'investigation à l'époque. Et pendant que la famille affichait des photos dans tout le département, Fourniret et Olivier reprenaient leur vie comme si de rien n'était. Ils allèrent faire leurs courses, prirent des repas au restaurant, et commencèrent déjà à repérer de nouvelles proies. Dans les Ardennes, l'ombre grandissait. Personne ne savait que la machine à tuer avait déjà choisi sa prochaine cible. Partie 5. Les pièces du puzzle se mettent enfin en place. Au début des années 2000, la tension monte des deux côtés de la frontière franco-belge. Les familles des victimes, lassées d'attendre, multiplient les appels à la presse, aux élus et aux forces de l'ordre. Plusieurs affaires non résolues, parfois séparées par des centaines de kilomètres et plusieurs années, présentent d'étranges similitudes. Mais jusque-là, personne n'avait réussi à établir un lien solide. Un détail revient pourtant encore et encore dans les témoignages, un véhicule blanc, souvent décrit comme une camionnette ou un utilitaire, et un couple à son bord. L'homme, d'une cinquantaine d'années, visage allongé, regard perçant mais froid. La femme, cheveux châtains, allure effacée, presque timide. Dans l'esprit des enquêteurs, l'image d'une femme complice d'un tueur en série semblait improbable, et c'est précisément ce doute qui avait permis au duo de sévir si longtemps. Le 26 juin 2003, le destin change de camp. À Sarcustine, en Belgique, une fillette de 13 ans échappe in extremis à une tentative d'enlèvement. Sous le choc mais lucide, elle donne à la police une description précise de son agresseur, de la camionnette et de la présence d'une femme à ses côtés. Cette fois, les informations recoupent parfaitement plusieurs dossiers anciens. L'homme est rapidement identifié, Michel Fourniret. Ancien condamné pour viol, il avait été libéré sous condition dans les années 80,
à la seule condition qu'il se marie avec Monique Olivier, rencontrée par correspondance alors qu'il était en prison. Les enquêteurs comprennent alors qu'Olivier n'est pas une simple figure d'arrière-plan, elle est la clé de tout. Les interrogatoires commencent. Olivier, d'abord, joue le rôle de la femme soumise, terrorisée par un mari dominateur. Elle parle peu, baisse les yeux, se décrit comme une victime parmi les autres. Mais les enquêteurs belges et français, désormais coordonnés, ont appris à lire entre les lignes. Ils lui présentent des photos, des lieux, des dates. Le masque commence à se fissurer. Un après-midi d'hiver, alors que la tension est palpable dans la salle d'interrogatoire, l'un des enquêteurs pousse une carte de la région vers elle. Sur la table, un dossier épais, rempli de photos de jeunes filles disparues. Vous savez pourquoi elles sont mortes, Monique. Mais surtout, vous savez où elles sont. Dites-le. Olivier fixe la carte un long moment, ses doigts jouent nerveusement avec un mouchoir. Puis, presque dans un murmure, elle lâche. Si je vous montre, vous me promettez que je ne finirai pas ma vie en prison. Cette phrase est un séisme. Les policiers se regardent en silence. Olivier vient d'ouvrir une brèche. Les jours suivants, elle commence à parler. Par fragments d'abord, comme pour tester la réaction des enquêteurs, puis de manière plus précise. Elle décrit comment Fourniret repérait ses victimes toujours jeunes, souvent isolées, parfois naïves et comment elle-même servait d'appât pour inspirer confiance. Elle explique aussi que chaque meurtre avait été précédé d'une préparation minutieuse, repérage des lieux, location de maisons isolées, choix des forêts pour enterrer les corps. Sous sa conduite, les enquêteurs découvrent plusieurs charniers improvisés, dissimulés au cœur des Ardennes françaises et belges. Les familles, longtemps privées de réponse, sont enfin fixées sur le sort de leurs proches, mais la douleur est insoutenable. Ce qui choque le plus, c'est la froideur avec laquelle Olivier raconte certains détails, comme si elle feuilletait l'album photo d'une vie passée. Elle ne pleure pas, ne tremble pas. Parfois, un léger sourire glisse sur son visage en évoquant la précision de Fourniret. À mesure que les aveux s'accumulent, le duo Fourniret-Olivier prend une dimension quasi mythologique dans la presse, le « monstre des Ardennes » et sa « reine de glace ». Les titres se multiplient, les plateaux télé s'enflamment, les habitants de la région se demandent comment un tel couple avait pu agir sous leurs yeux pendant plus d'une décennie. Mais pour les enquêteurs, une certitude émerge, il ne s'agit pas de deux affaires séparées, ni même de 5 ou 6. C'est un réseau d'horreur tissé au fil des années, et la clé pour le comprendre est désormais entre leurs mains. Le procès à venir promet d'être l'un des plus retentissants de l'histoire criminelle française. L'affaire Michel Fourniret et Monique Olivier n'est pas seulement celle d'un enchaînement de crimes atroces. C'est aussi la preuve glaçante que le mal peut se cacher en pleine lumière, derrière l'apparence la plus banale. Pendant plus d'une décennie, ils ont semé la peur et la douleur, laissant des cicatrices indélébiles dans le cœur des familles des victimes. Mais ce qui glace le sang, ce n'est pas seulement le nombre de victimes. C'est surtout la froideur calculatrice, l'absence totale de remords et la complicité inébranlable entre ces deux êtres. Un prédateur qui ne reculait devant rien. Une complice au visage docile, mais prête à tendre la main au crime. Aujourd'hui, l'affaire est close sur le papier. Tous deux ont été condamnés. Mais pour les familles, aucun verdict ne pourra effacer la perte. Et dans l'esprit de beaucoup, demeure cette question obsédante, combien de secrets restent encore enfouis? Combien de victimes dorment encore sous le silence des Ardennes? La réponse, peut-être, restera à jamais enterrée avec les ombres de cette forêt maudite. Merci à vous d'avoir suivi cette affaire jusqu'au bout. Si vous pensez qu'elle mérite réflexion, laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres affaires marquantes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'ombre.